Macron et Poutine sont sur un bateau. Macron ne cesse de provoquer Poutine. Que se passe-t-il? Je laisse cela à votre imagination. Le pouvoir de suggestion étant fait, et sans mouiller en plus, c'est tout un art. Il est temps de passer aux choses un petit peu plus sérieuses. La France Libre, une émission du CNTF-CH avec Bruno et avec Philippe ce soir. Bonsoir les amis et bonsoir à vous également qui nous regardez. Bonsoir à Bonsoir à tous, tous et à bonsoir toutes. à toutes. Alors, au milieu d'une actualité compliquée qui fait des morts sur les fronts militaires, on a aussi chez nous l'occasion de parler de la souffrance animale lorsqu'il y a des essais cliniques qui sont faits sur les animaux. Et c'était notamment ce que nous avions pu évoquer le 16 février dernier sur notre avant-dernière émission. Et malheureusement, nous n'avons pas saisi la balle au bon pour dire quelle est la position du CNTF-CH par rapport à ces essais cliniques. Eh bien, évidemment, nous sommes au sein du CNTF-CH contre toute forme de souffrance animale, quelle qu'en soit la raison. Si elle est provoquée, bien sûr, par l'humain, hein. Donc voilà, c'est fait, ça devait être fait parce qu'on a eu des remontées de bretelles par rapport à ça. En fait, je me suis aperçu en revoyant la vidéo, que nous avons rebondi sur le sujet suivant, tous les uns les autres. Alors, est-ce que c'est inconsciemment pour éviter d'avoir à parler de la santé animale? Je ne sais pas. Donc voilà, la rectification a été faite pour nos amis animaux désormais, hein, puisque ce sont nos équivalents dans la chaîne de la vie. Donc nous regrettons vivement ce qui leur arrive et nous sommes évidemment contre tout traitement qui les rend invalides ou qui les tue. Voilà qui est fait, voilà qui est dit. J'espère que nos auditeurs auront pu écouter ce passage et se satisferont de cette allez, on va dire rectification, hein, voilà, ou cette mise à la norme, tout simplement. Voilà. Alors, merci Philippe. Moi, je vais rebondir tout de suite sur ce que tu viens de dire, parce que s'il y a une personne à qui on ne peut pas reprocher d'être pour la souffrance animale, c'est bien Anne Hidalgo. Je vais prendre un petit peu d'humour, parce que c'est vrai que les rats, les rongeurs à Paris se portent bien. Ils se portent même tellement bien qu'on en voit partout. Donc, c'est vrai que la souffrance animale, surtout dans les laboratoires, c'est quelque chose qui est vraiment inadmissible. Mais je voudrais rajouter, Philippe, que ce que font les laboratoires aux animaux, eh bien, ils le font aussi aux hommes et aux femmes. Il suffit de voir ce qui s'est passé pendant cette fameuse pandémie et ces fameux vaccins. Nous avons tous été des cobayes ou des rats de laboratoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas oublier de dénoncer. Voilà ce que je voulais dire pour rebondir sur tes paroles, Philippe. Maintenant, je vais parler d'autre chose, une information qui nous vient des États-Unis. Maintenant, c'est totalement prouvé que Joe Biden était totalement au courant des magouilles de son fils en Ukraine et qu'il y a même participé. Un témoin extrêmement valable avec tous les documents nécessaires et à témoigner officiellement. Et donc, on a découvert que ces messieurs ont touché 20 millions de dollars de commissions plus ou moins occultes venant de l'Ukraine. Donc, ça nous permet aussi de nous rendre compte que un sujet qui est très important et dont on va parler aujourd'hui, qui concerne l'argent, eh bien, touche tout le monde et que ceux de l'oligarchie sont les premiers à mettre la main dans le pot de confiture. Et avant de développer le sujet, nous allons regarder l'actualité en images. Aujourd'hui, nous parlons de nourriture aux insectes et de contrôle mental. À tout de suite. Je vous fais cette vidéo et c'est une vidéo de mise en garde. Il y a certains produits que vous devez absolument ne plus consommer, notamment la farine d'insectes. Et je m'explique. Ceci, c'est les codes que vous devez vérifier et ne surtout pas consommer. Comme vous le savez, il y a un brevet qui a été déposé pour le graphène afin de nourrir les insectes. Le numéro, il est là, je vous invente rien, vous pourrez aller chercher par vous-même et lire les explications. Du graphène par-ci, du graphène par-là, vous savez que moi j'aime bien toujours comprendre le fond et non la forme. Et là, vous allez être choqués. Je peux vous confirmer une chose avec certitude, et ceci n'est que mon opinion personnelle, mais tout ce qu'il se dit est totalement vrai. Ils veulent absolument transformer le corps humain en antenne. Et Harari disait juste, tout est vrai. Il y a pas loin d'une dizaine de brevets déposés par les Américains, et je vais vous lire certains d'entre eux, ça fait froid dans le dos. Je vous rappelle que les informations que je vous donne, vous pouvez les trouver facilement sur Internet et vérifier les informations par vous-même. Et je vais vous lire quelques-uns de ces brevets. Alors, vous êtes prêts? Générateur de messages subliminal.
Méthode pour modifier le comportement d'une personne. Méthode et système d'altération de la conscience humaine. Des brevets qui effectivement font froid dans le dos. Mais c'est pas nouveau, Sylvain, parce que déjà la CIA dans les années 50 pratiquait le contrôle mental dans tous les sens du terme, avec le système MK Ultra et autres, et un certain nombre de choses que même de l'autre côté les Russes du KGB faisaient aussi, jusqu'à même utiliser des médiums par télépathie pour essayer d'influencer certains espions en leur donnant des ordres de tuer. Chose qu'on a vue dans des films au cinéma, mais qui s'est passée dans la réalité, quoi qu'on dise des personnes qui n'y croient pas. Oui, c'est tout entièrement vrai. Tout ça, le MK Ultra, tous ces termes-là ont été mis au jour suite aux lois de libération de l'information qui sont des lois américaines, hein, et qui font qu'au bout d'un certain nombre d'années, je sais plus si c'est 20 ans ou 50 ans, eh bien, tout simplement, les dossiers sont ouverts. Alors, ils sont ouverts à qui? Ils sont ouverts aux journalistes. Les journalistes, ils y connaissent quoi? Bah, pas grand-chose, surtout qu'ils ont en face d'eux des dossiers de 8, 10 000 pages parfois pour extraire au milieu de ces 8 000 pages quelques lignes qui vont démontrer les choses. Donc voilà, c'est le travail de certains qui l'ont fait. Dans les années 90, on avait un Canadien qui s'appelait Serge Monat, qui avait cette faculté-là parce qu'il était tout simplement, il avait été identifié par les lanceurs d'alerte qui travaillaient en tant qu'insider, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient salariés de ceux qui manipulent les gens. Eh bien, cela lui envoyait des documents tout à fait précis sur ce qui se passait. Donc, lui n'a fait dans son travail de journaliste que relayer ce qu'il avait reçu par la poste, hein, tout simplement. Mais elle lui en a pris, le courage était grand, et il en a pris tout simplement qu'il y a perdu sa famille, puis la vie. Ça fait beaucoup. Donc, c'est comme ça que les choses se sont effectivement divulguées au cours du temps. Alors, oui, il est important de se dire qu'on fait souffrir des hommes, des êtres humains. Parmi tout ce que nous lisons et tout ce que nous entendons, et notamment le témoignage de ce jeune garçon en audio, bien sûr qu'il y a des choses vraies. Alors tout est vrai, tout est faux, le tout est quelquefois un petit peu exagéré, mais pas forcément mal placé. C'est-à-dire que le peu qui serait vrai serait déjà suffisamment effrayant qu'on ne devrait pas trop passer de temps à savoir si tout le reste est vrai ou faux, quoi. Voilà. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur un ensemble d'informations, dès qu'il y en a une toute petite qui est sujette à caution, elle pollue tout le reste et elle invalide toutes les autres informations. On a eu au sujet de l'esclavage, notamment dans l'Antiquité, une explication fort claire de Iota qui nous expliquait qu'il n'y avait pas d'esclaves dans l'Antiquité auprès des comment dirais-je, des démocrates. Les démocrates n'avaient pas d'esclaves. Or, pendant toute la vie de cette antique démocratie, eh bien, il y a eu des gens pour dire, si, vous avez des esclaves, donc vous êtes en contradiction avec vos principes. Et encore aujourd'hui, on entend souvent dire, ben, effectivement, ils avaient une belle démocratie, mais ils avaient des esclaves quand même pour l'esclavation. Bon. Donc, il a fallu ramer, mettre les pelles dans l'eau, comme on dit, hein, pour ramer, c'est comme ça qu'il faut faire, pour ramener les gens à d'autres points de vue, faire en sorte qu'ils se mettent à croire, non pas à croire à un gourou, hein, puisqu'il n'y a pas de dérive sectaire dans tout ça, mais à croire au bon sens, souvent répété, avec des preuves à l'appui et tout simplement la volonté de rétablir la vérité. Voilà. Donc, je crois qu'on va bifurquer à partir de là sur ce qu'il faut croire, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut craindre, avec le système bancaire tel qu'il nous est proposé aujourd'hui. Et je crois que notre ami Bruno a des choses à nous dire sur ce sujet. Merci Philippe. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'esclavage, les premiers actuellement, surtout les membres de l'oligarchie, qui sont en train de dénoncer ce qui se passait au niveau de l'Athènes antique en disant qu'il y avait des esclaves, sont les premiers à tourner le dos et à se voiler la face quand on voit des Français qui travaillent, qui touchent le SMIC et qui sont obligés de vivre dans leur voiture. Alors ça, si c'est pas de l'esclavage, on pourrait bien se demander ce que c'est. Et l'esclavage existe actuellement. C'est une nouvelle forme d'esclavage qui a changé de nom, dont on ne veut pas dire exactement le nom tel qu'il pouvait exister à l'époque, mais il est sûr que certains esclaves à l'époque de la Grèce antique devaient vivre mieux que certaines personnes actuellement qui travaillent et qui malgré tout n'ont pas de logement et qui n'arrivent même pas à se nourrir. Alors c'est vrai qu'on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, mais dont très peu de lanceurs d'alerte parlent vraiment, dont très peu de gens savent exactement ce qui se passe et à quel niveau. Quelque chose qui touche tout le monde, tous les citoyens et tout le peuple, c'est ce que j'appellerais les magouilles
les tricheries légales des banques, de tout le système bancaire. Quelques personnes en parlent. On peut citer Charles Gave, on peut citer aussi François de Siebenthal, ce banquier suisse qui a dénoncé depuis longtemps tout ce qui se passe au niveau de la banque des banques qui se trouve à Bâle, et qui a dénoncé aussi un certain nombre de magouilles, un certain nombre de tricheries. Comme dans la justice avec les juges qui sont rarement condamnés quand ils font des fautes, les banquiers en général sont très rarement aussi mis en cause. En général, c'est toujours des sous-fifres qui payent pour eux. Il suffit de se rappeler du trader de la Société Générale qui, sur ordre de ses chefs, mais qui n'ont jamais voulu le reconnaître, a fait perdre à la banque 5 milliards. On peut penser aussi à ce qui s'est passé sous Mitterrand avec le Crédit Lyonnais, où le peuple français a dû mettre la main à la poche pour boucher un trou de 100 milliards de cette banque, alors que dans le même temps, cette même banque créait une filiale aux États-Unis avec quelques dizaines de milliards. Bizarre. Et puis on peut parler aussi de ce qui s'est passé depuis quelques années avec la Poste, avec la banque postale, où quand on s'aperçoit qu'on ne peut plus envoyer de mandat, on s'aperçoit qu'on est obligé à ce moment-là d'envoyer un Western Union qui coûte 2 fois plus cher, qu'on ne peut plus déposer d'argent liquide, que pour retirer cet argent, des fois, il faut compter 3 jours pour retirer notre propre argent, dès qu'on dépasse 1 500 €, etc. Et comme par hasard, ces lois qui touchent la banque postale ont été votées il y a à peu près 8 ans, en 2016, par un certain Emmanuel Macron. Tiens. Et donc, on peut parler de tout ce qui se passe au niveau du système bancaire. Dans mes relations, je connais beaucoup de personnes qui ont eu affaire à ce système bancaire et je vais vous citer aujourd'hui un certain nombre de faits, un certain nombre d'anecdotes qui vont vraiment vous permettre de vous rendre compte à quel point on est à la fois contrôlé, on est spolié, on est volé par le système bancaire. Alors d'abord, il y a une chose qui touche déjà les gens du peuple au plus bas niveau, c'est-à-dire au plus bas niveau sans être péjoratif, mais pour les petits comptes, les gens qui ont un petit peu d'argent. On s'aperçoit que beaucoup de petits entrepreneurs et commerçants se retrouvent du jour au lendemain, alors qu'on est en pleine période de crise, avec des découverts qui disparaissent. Sans aucune raison, on n'a plus droit aux découverts. Et évidemment, les banques, elles ont je dirais des prérogatives absolument ahurissantes, parce que quand elles vous refusent quelque chose, elles n'ont pas le droit, ni le devoir, ni le besoin de vous dire pourquoi. C'est-à-dire qu'on peut vous refuser d'ouvrir un compte ou on peut fermer votre compte sans vous dire pourquoi. Et ça, c'est déjà une atteinte énorme à la liberté. Enfin, on a les frais et les agios que tout le monde connaît, qui augmentent sans arrêt. Vous recevez une lettre gentille de la banque qui vous dit les frais qui coûtaient 20 € par trimestre, d'un seul coup, ça passe à 40 €. Eh bien, monsieur ou madame, ou vous acceptez, donc vous êtes censé accepter, donc si vous répondez pas, ou alors, si vous n'acceptez pas, vous n'avez qu'à fermer votre compte. Et ça, c'est dans toutes les banques. Et donc ça, c'est déjà une première magouille légale qui se fait donc d'une manière très régulière et que tout le monde connaît. Tout le monde va se reconnaître dans ce que je dis. Deuxième chose, quand il s'agit de prêts, peu de gens savent que quand vous empruntez de l'argent à une banque, c'est de l'argent dette. C'est de l'argent qui est créé par la banque, qui n'existe pas. La banque n'utilise pas son propre argent pour vous prêter. Elle crée de l'argent qui n'existait pas. Par contre, vous payez des intérêts qui, eux, existent. Et comme l'a dit un banquier bien connu, si tout le monde savait comment fonctionne le système bancaire, eh bien tout le système bancaire s'effondrerait parce que les gens comprendraient à quel point ils se font escroquer légalement. Et puis on a autre chose, c'est toutes ces notions de contrôle anti-blanchiment, de contrôle contre le terrorisme par le système TRACFIN, etc. Alors ça a servi aux banques d'excuses et d'alibi pour vraiment empêcher des gens de faire des affaires, pour détourner de l'argent, pour bloquer des opérations financières à des niveaux que vous n'imaginez même pas. Parce qu'on parle des milliardaires, on parle des gens qui ont beaucoup d'argent, mais il y a des gens qui essayent de réussir dans la vie. On a des gens qui essayent de s'enrichir et d'avoir de l'argent, de réussir honnêtement. Eh bien, dès qu'ils ont le malheur de faire des mouvements de fonds un peu trop importants par rapport à leur compte, automatiquement, même s'ils donnent les justificatifs nécessaires, même s'ils expliquent d'abord aux banquiers avec quel fournisseur ils travaillent, etc., automatiquement, eh bien, ils sont considérés comme coupables de blanchiment. Donc, automatiquement, on leur déclenche une enquête TRACFIN qui peut durer des semaines, voire des mois, voire des années. Et pendant ce temps-là, l'argent du client, eh bien, il est bloqué. Il est bloqué. Et pendant ce temps-là, la banque, finalement, cet argent, on ne sait pas ce qu'elle fait avec. Et on se pose des questions.
Je vais vous citer un certain nombre d'exemples par rapport à ça. Alors, autre chose, maintenant, quand vous ouvrez un compte dans une banque, tout le monde sait maintenant que vous devez remplir des tas de documents. Il faut dire qu'on n'est pas américain, il faut dire qu'on n'est pas dans la politique, alors qu'il y a une vingtaine d'années, il suffisait de remplir une page et le compte était ouvert en 10 minutes. Maintenant, il faut voir une semaine, voire 2 semaines, voire 3 semaines, surtout quand il s'agit d'une entreprise, et remplir un document qu'on appelle KYC en anglais, ça veut dire connaître notre client, où il y a une vingtaine de pages et où il faut donner vraiment tous les détails de tout ce qu'on fait. Je dirais, comme le disait ma grand-mère, jusqu'à la couleur de nos sous-vêtements. C'est quelque chose de fou. Et ça, c'est depuis le 11 septembre 2001. C'est grâce, entre guillemets, aux lois américaines qui ont envahi tout le monde entier pour pouvoir mieux contrôler les citoyens dans tous les sens du terme. Il suffit de voir à quel point, d'ailleurs, les contrôles se font sur les cartes bancaires. C'est quelque chose de fou. On peut plus faire quoi que ce soit sans savoir, sans que les banques et les autorités sachent où nous nous trouvons. Alors, je vais citer un certain nombre d'exemples. Je vais parler, par exemple, de gens qui ont des bons émis par le Trésor brésilien, qu'on appelle des LTN. Ces bons qui ont été émis par le Trésor brésilien, ils sont difficilement négociables en Europe. Donc, on a des clients, on a des gens qui vont aller en Belgique, chez Euroclear, pour transformer ces bons en instruments financiers européens, en euros. Et ça coûte de l'argent, ça coûte 130, 140 000 dollars ou euros pour pouvoir faire ça. Eh bien, ils le font, ils vont dans leur banque en Europe et leur banque leur fait croire que ces instruments après leur appartiennent. Et puis quand on regarde dans les détails les informations, on s'aperçoit que c'est la banque qui est propriétaire et que le client il est juste locataire. Et quand le client veut faire quelque chose, emprunter de l'argent ou quoi que ce soit avec son bon, ben, il peut plus rien faire du tout. Et s'il se plaint auprès de sa banque, ben, la banque va dire « oui, monsieur, mais je vous rends votre bon ». Et les 130 000 ou 140 000 euros ou dollars, eh bien, ils sont perdus. Ça, c'est le premier genre de magouille légale des banques. Deuxième exemple, je connais quelqu'un qui a essayé de rendre service à une ancienne princesse cambodgienne qui avait eu son père assassiné par les Khmers rouges et qui avait, à une certaine époque, déposé de l'argent dans une banque suisse. Cet argent était déposé sur un compte tout à fait légal, c'était de l'argent qui était clair, qui était honnête, mais ce pauvre monsieur est décédé. Donc cette princesse a essayé d'aller voir cette banque suisse en donnant toute son identité, tout ça, pour essayer de récupérer son argent. Et la banque suisse lui a répondu « on ne sait pas, on ne sait plus, si vous n'avez pas le numéro de compte, on ne peut plus rien faire ». Ce sont des comptes dormants. Comme beaucoup de comptes des Juifs de la Seconde Guerre mondiale qui avaient déposé leur argent en Suisse sur ces banques-là. Et cet argent, il a disparu, entre guillemets. Il n'a pas disparu pour tout le monde. Et la fiduciaire suisse qui s'était occupée de cette affaire s'est vue entendre dire par le banquier, messieurs, arrêtez de chercher à récupérer cet argent, sinon vous risquez d'avoir quelques problèmes de santé dans le futur. Ça va jusque-là. Ça va jusqu'à l'assassinat. Donc j'en dis pas plus et je ne cite pas le nom de la banque ou le nom des banques, mais tout le monde sait de qui on parle parce que les trois plus grandes banques en Suisse, il n'y en a pas 50. Hein. Troisième exemple. Nous avons donc des relations avec des personnes qui ont eu une société financière en Espagne. Et cette société financière devait développer un projet immobilier. Et pour développer ce projet immobilier, elle a fait appel tout à fait légalement, avec sa licence officielle, à des investisseurs en France, en Espagne et ailleurs. Ces investisseurs ont commencé à mettre de l'argent. Évidemment, la société financière a prévenu son banquier, qui est une banque bien connue en Espagne, une des premières, et qui donc devait recevoir ces fonds pour pouvoir faire ces investissements qui permettaient après de financer le projet immobilier. Donc tout à fait honnêtement et innocemment, cette société financière en 2019 a commencé à recevoir des fonds et 3 mois plus tard, sans aucune explication, ces comptes ont été bloqués jusqu'au compte personnel des dirigeants. Les comptes ont été bloqués avec plusieurs millions d'euros. Nous sommes en 2024, les comptes sont toujours bloqués. En plus de ça, donc, ces personnes ont déposé plainte pour demander des justifications. La banque n'a jamais répondu. Donc, ces personnes sont remontées jusqu'à la Banque centrale européenne.
qui n'a jamais répondu. Pendant 2 ans, il n'y a eu aucune réponse. Et d'un seul coup, au bout de 3 ans, ils se sont retrouvés avec une perquisition chez eux parce que la banque, pour se défendre, elle a attaqué pour contrôle anti-blanchiment. Alors que tout est clair, tout est justifié, mais on est considéré comme coupable et on nous rend coupable alors que c'est faux. Donc pendant ce temps-là, la banque travaille avec l'argent et ces personnes que je connais se retrouvent le bec dans l'eau, avec plus un rond pour vivre, avec leur société complètement bloquée depuis 4 ans. Voilà ce que c'est que le système actuel bancaire. Et c'est un exemple qui est flagrant parce qu'il existe et il se répète beaucoup, partout, à tous les niveaux. Essayez d'envoyer, par exemple, 10 000 euros depuis une banque française vers une banque étrangère pour faire une activité tout à fait légale avec des justificatifs, et vous allez voir les ennuis que les banquiers vont vous faire. Pour ces 10 000 euros, ils vont vous demander 3 semaines de contrôle et de vérification, et dans certains cas, ils vont même vous bloquer l'argent, et vous ne pourrez pas le récupérer avant plusieurs mois. Dans d'autres cas, ils vont envoyer l'argent, mais c'est la banque qui le reçoit qui va le renvoyer, qui va le retourner pour défaut de justificatif. Parce que on a beau donner des factures, on a beau donner des documents, eh bien, il y a des excès de zèle qui se font dans les services je dirais, de services juridiques des banques, et donc à partir de là, eh bien, ils font tout pour freiner. Et moi, j'ai un banquier que je connais qui m'a dit clairement, nous avons eu des instructions d'en haut de tout faire pour freiner les opérations financières, parce que ça doit gêner un certain nombre de membres de l'oligarchie de voir trop de gens qui réussissent trop vite. Cette réussite est réservée à ces messieurs. Et à partir du moment où vous faites des affaires qui commencent à devenir un peu trop importantes, eh bien vous commencez à gêner. Et c'est le problème qui existe, je dirais, partout. Mais surtout en Europe. Il faut savoir, pour les gens qui nous écoutent, qu'aux États-Unis, vous pouvez transférer $1 million, jusqu'à $1 million d'une banque à une autre, sans avoir besoin de donner un justificatif particulier. Mais par contre, en Europe, surtout en France, c'est au-delà de 1 000 ou 1 500 euros. Alors, soi-disant pour lutter contre le blanchiment. Mais peu de gens savent, il suffit d'avoir regardé quelques reportages qui sont passés il y a quelque temps sur les chaînes de télé, peu de gens savent que les plus gros trafiquants, les plus gros terroristes ont tous leur propre banque. Et ce n'est pas des dizaines de milliers d'euros, c'est des centaines de milliards qui circulent. Des centaines de milliards. Et il suffit de regarder l'histoire du KGB ou l'histoire de la CIA pour se rendre compte que ces services secrets ont tous les droits et qu'ils ont même eu le droit depuis très longtemps de pratiquer eux-mêmes et de participer au trafic de drogue. Rappelez-vous de l'histoire de Noriega au Panama. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons un système bancaire qui n'est jamais condamné, qui est capable de faire tout ce qu'il veut, qui est capable de décider si on peut travailler avec ou pas. Tout dépend si le client fait partie d'une certaine secte ou pas. S'il fait partie d'une certaine secte et que le banquier est un frère, alors là, ça se passe bien. Donc en fait, nous, au Conseil national de transition français Canal Historique, qu'est-ce qu'on a comme solution contre tout ça? Première solution, déjà, on n'a jamais été dans l'Europe, donc on sort de l'Europe, on sort des traités européens, on sort de l'euro et on crée un institut financier du peuple qui remplacera la Banque de France. On crée une monnaie citoyenne qui sera à la fois une monnaie pour chaque citoyen, un peu comme la Jude, mais qui sera aussi une monnaie d'État et qui sera appuyée non pas sur du vent comme l'euro, mais qui sera appuyée sur les actifs du pays, qui sera appuyée sur l'or de la Banque de France, mais qui sera appuyée aussi sur tous les actifs du pays, c'est-à-dire ce qu'on appelle les parties communes, la SNCF, les centrales nucléaires, les autoroutes, etc. Et en même temps, on arrêtera l'argent dette. C'est-à-dire que les banquiers devront prêter l'argent qu'ils ont dans leur coffre et pas de l'argent inventé. Et puis, on a aussi ce qui se passe actuellement et qui est en train de se mettre en place, que certains connaissent, c'est le système financier quantique, le QFS, qui fait partie du système NESARA et GESARA. On en a parlé depuis des années, mais là, c'est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'on va avoir un système financier où le contrôle des fonds se fera automatiquement, comme dans la blockchain des bitcoins, c'est-à-dire un contrôle qui se fera automatiquement sans embêter les citoyens. On sera sûr que l'argent sera clair et les banquiers ne pourront plus tricher, ne pourront plus magouiller, ne pourront plus détourner d'argent. Et puis surtout, il faut utiliser du cash et continuer d'utiliser du cash le plus possible parce qu'il faut que chacun comprenne que quand il dépose
ne serait-ce qu'un euro dans une banque, cet argent ne lui appartient plus. La banque fait ce qu'elle veut avec. Et pour vous rendre cet argent quand vous en avez besoin, il faut des fois des mois, voire des semaines quand il s'agit de gros montants. Et puis vous pouvez rien dire parce que c'est la loi bancaire. Et la loi bancaire, elle a tous les droits. Évidemment, ce sont des lois liberticides et illégitimes. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. On a aussi, ça c'est quelque chose qui se passe aussi très souvent. On a aussi ce qu'on appelle des comptes dormants. J'en ai parlé tout à l'heure avec des personnes qui sont décédées. Donc les banques ont un certain nombre de comptes dormants où il y a de l'argent dessus, mais qui n'appartient plus à personne. Eh bien, on a certains banquiers qui sont capables, à partir du moment où ils sont amis avec certains gros clients, de mettre cet argent au nom de ces gros clients sur un relevé de compte officiel. C'est-à-dire qu'on a un vrai faux document où un banquier a mis de l'argent qui ne lui appartient pas au nom d'un client pour que le client puisse faire des investissements. Et le jour où on s'aperçoit de ça, évidemment, l'officier bancaire, enfin l'employé de la banque qui a fait ça, s'en va en prison. Jamais le grand patron. Hein. Le grand patron, lui, il est jamais mis en question. Voilà un petit peu ce que je voulais dire pour parler de ce sujet. Et je pense qu'il y aurait tellement de choses à dire là-dessus que en une demi-heure ou trois quarts d'heure, on est obligé de se limiter. Voilà Philippe et Sylvain, je vous laisse si vous avez des questions, les poser. On a des questions, pas vraiment, puisque tu as été assez clair. Mais là, on assiste à l'effritement de la confiance, quoi. C'est-à-dire que si il fallait une preuve supplémentaire, on ne s'occupe pas du bien public, on ne s'occupe pas des biens des citoyens. Ce sont des moutons que l'on tond, hein, voilà. Des moutons que l'on, comment dirais-je, qu'on maintient dans un état de non-conscience de la situation pour pouvoir les tondre en toute tranquillité. Donc, il faut non seulement que nous soyons taxables et corvéables à merci, mais en plus qu'on ne s'en rende pas compte et on est prié de pas faire de bruit quand on se fait tondre. Donc, c'est vraiment ça. Et bon, alors la banque, évidemment, la banque et le BI a des logiques politiques. Tu as parlé non pas de secte, mais comment dirais-je, de confrérie. Voilà, je crois que le mot exact, c'est le mot confrérie, qui s'entendent entre eux et qui disent aux banques ce qu'il faut faire d'une part, et qui placent au sommet de ces établissements financiers des amis, tout simplement. Donc on est sur des connivences avec des gens qui se comportent comme des bandits de grand chemin, en fait, sans foi ni loi. Les Américains, évidemment, sont en tête dans cet exercice, puisqu'avec les nouvelles lois, je pense à celles qui s'appellent Sarbanes-Oxley, qui ont eu lieu dans les années 2005, par lesquelles toutes les entreprises américaines qui avaient des filiales américaines ailleurs qu'en Amérique, dans le monde, eh bien toutes ces filiales étaient soumises exactement aux mêmes réglementations terribles et strictes que je dirais les établissements des États-Unis d'Amérique, qui en étaient la maison mère. Donc il y a eu ça. Bien sûr que c'était un jeu de contrôle permanent. On a bien compris que le but, c'était pas d'attraper les gros trafiquants, les gros banquiers qui avaient failli, mais c'était surtout de créer une ambiance dans laquelle on allait pouvoir profiter de cette manne et effectivement effectuer des contrôles qui allaient tous être au détriment des intérêts financiers de ceux qui sont bancarisés, tout simplement, vous et moi. Hein. Et depuis, ça n'arrête pas, effectivement. Donc les phénomènes que tu as décrits, Bruno, ils sont en phase d'accélération. Ils sont en phase d'accélération depuis un certain nombre d'années déjà. Donc tout est lié. Voilà. Philippe, je t'interromps 2 secondes pour te rappeler une chose, que il n'y a pas que les États-Unis, parce qu'en France, on a eu, et tout le monde connaît l'histoire de Bernard Tapie avec le Crédit Lyonnais, qui s'est fait copieusement arnaquer par le Crédit Lyonnais. Quoi qu'on pense de Bernard Tapie, il suffit de voir le feuilleton que ça a duré, le feuilleton que ça a représenté pendant 30 ans, où les banquiers ont tout fait pour ne pas être condamnés. Oui, alors les banquiers et pas que les banquiers, c'est-à-dire qu'il y a les banquiers plus les politiciens, voilà, c'est surtout ça, hein. Plus les forces étrangères, parce que n'oublions pas que le Crédit Lyonnais, pour ne pas le citer, a un temps été propriétaire d'une maison de production de cinématographique hollywoodienne, si je me souviens bien, hein, que je ne veux pas citer. Donc tout était complètement intriqué, et ceux qui donnent le là et qui et qui payent les violons à la fin, ce sont les Américains. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Alors effectivement, tu as cité le KGB qui était partie prenante avec d'autres services secrets internationaux dans des trafics, dans des magouilles de divers et variés qui visaient toujours
Les petits, comme tu l'as très bien expliqué aussi, les petits qui ont tendance à écarter les aides, qui commencent à faire de l'argent alors qu'ils ne viennent de nulle part, alors qu'ils n'appartiennent pas aux grandes familles, alors qu'ils n'ont pas fait des grandes études, alors qu'ils ne sont pas adoubés, etc., etc. Eh bien, ceux-là, lorsqu'ils réussissent, eh bien, mal leur en prend, hein, puisque bien souvent, ils reçoivent des coups qu'ils n'avaient même pas anticipés. Ils rentrent dans une cour dont ils ne connaissent pas les règles. Ils rentrent dans une cour où ils s'imaginaient que les règles étaient respectées alors qu'elles ne le sont pas. Tous les coups sont permis alors qu'ils ne s'y attendaient pas eux-mêmes. Voilà, les aventuriers, les capitaines d'industrie, comme on les appelait autrefois, ceux-là se sont souvent fracassés sur la vague de la puissance de l'argent et de la puissance de la malhonnêteté qui tourne autour. Voilà. Alors nous, nous, petites personnes qui sommes à élever à l'école en disant qu'il faut respecter la morale, le droit, respecter son voisin, etc. Tout ça, ça vole en éclats, ça part en fumée. Et c'est de ça qu'on parle au sein du CNTFCH, c'est refaire ce monde, non pas pour faire que tout le monde agisse comme des voyous, parce qu'à ce moment-là, ça sera Mad Max, hein, on sera dans un monde de fous, mais au contraire pour mettre un terme aux exactions des voyous. Oui, bon, Bruno, je te laisse la parole. Oui, je voulais juste rajouter à ce que tu disais qu'en plus, ces gens-là pratiquent l'inversion en permanence. C'est-à-dire que là, j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de cette société financière qui voulait développer un projet immobilier. Figure-toi que certains investisseurs ont été interrogés par la police, qui a essayé de les pousser à porter plainte contre cette pauvre société financière en disant, mais vous voyez, le projet immobilier, il n'existe pas, il s'est jamais réalisé. Alors, évidemment, il s'est jamais réalisé parce que ce sont ces messieurs qui ont bloqué l'argent. Donc, c'est un truc dingue, c'est un comble. Oui, mais voilà, ils utilisent l'absurde comme un outil de travail. Ça fait partie de la novlangue, ça fait partie de toutes ces choses-là qu'on découvre petit à petit, mais pourtant pour lesquelles nous avions été avertis avec des écrivains comme George Orwell. Mais on n'a pas compris, on n'a pas bien décodé, et je pense que si on n'a pas bien décodé, c'est pas parce que nous étions bêtes, c'est parce que nous ne pouvions pas imaginer à quel point les choses allaient atteindre ce type de seuil, quoi, voilà, ce niveau-là. Aujourd'hui, on est dedans, on prend conscience. Bien sûr, on se scandalise, ce qui est un réflexe naturel, mais se scandaliser, ça veut dire qu'on veut réformer le système, qu'on aimerait que le système se réforme. Alors, je ne crois pas, nous ne croyons pas au sein du CNTFCH qu'il est capable de se réformer. Au contraire, il n'est capable que d'une chose, c'est de continuer de faire du toujours plus pour avoir toujours plus de mêmes résultats en sa faveur, évidemment, hein. Donc, il n'est pas réformable. Donc, il faut faire sans, il faut faire autrement. Et puis il faut attendre qu'il s'écoule sur lui-même, puisque c'est du totalitarisme, à n'en pas douter. Quand on vient se renseigner sur votre vie privée pour faire des simples échanges commerciaux, etc., on est dans le totalitarisme, c'est-à-dire la volonté de maintenir sous le boisseau la personnalité de chacun, quoi. Voilà. On ne s'occupe pas simplement des grands principes, on s'occupe de la vie des êtres humains dans leur intimité quasiment, quoi. C'est ça le totalitarisme, hein. C'est ce qu'elle nous a expliqué Ariane, l'Iran, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est la nouveauté. Et c'est ça ce contre quoi nous devons lutter aujourd'hui. Voilà. Un petit conseil aussi à donner à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez un petit peu d'argent, essayez, même si vous n'en avez pas beaucoup, essayez d'avoir plusieurs banques à la fois, pas une seule, même si ça coûte un peu plus cher en frais, parce que si jamais on vous sucre un découvert ou qu'on vous supprime un compte dans une banque, vous en aurez toujours une autre pour vous retourner. Et puis surtout, ne mettez en banque que l'argent qui vous est nécessaire pour payer vos factures. Le reste, vous le gardez tranquillement chez vous et je peux vous dire que vous serez bien plus à l'aise qu'avec le système bancaire actuel tel qu'il fonctionne. Alors là, on pourrait faire un petit vadémécum, des bonnes astuces pour conserver son argent vers soi. Oui, on pourrait le faire, ça. Et voilà. On veut pas non plus affoler tout le monde par rapport avec des paroles et des exemples qui peuvent sembler lointains. D'ailleurs, on a parlé du Brésil, on a parlé des États-Unis, on a parlé de l'Europe. Mais bon, la France, nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse les Français. Et tous les Français qui ont écouté cette émission, il y en a bien les trois quarts qui vont se dire, oui, mais tout ça, ça se passe pas en France, ça se passe ailleurs. Eh bien, détrompez-vous, ça se passe partout. Parce que les banques françaises sont elles-mêmes dépendantes de banques bien plus grosses qu'elles qui sont à l'étranger. Donc c'est ça, c'est là où le bas blesse. Voilà. Surtout en France et surtout en Europe. Mais quand on dit, je dis surtout en Europe, mais c'est surtout en France. Le pire, ce sont les banques françaises.
Voilà, donc on vit sur des mauvaises idées, des idées fausses, que nous sommes à l'abri de la corruption, que nous sommes à l'abri d'un crack boursier, que nous sommes à l'abri d'un banquier indélicat qui partirait avec la caisse, que nous sommes à l'abri de plein de choses parce que nous sommes en France. Bon, ça c'est un paradigme qu'il va falloir changer pour faire autrement, autre chose et différemment, quoi. Voilà. De même que pour l'euro, Philippe, il y a aussi une grosse tricherie, c'est qu'on vous dit dans toutes les banques que votre argent jusqu'à 100 000 euros est protégé. Oui, mais s'il y a un krach énorme et que l'euro s'effondre, il faut savoir que le fonds d'indemnisation des banques n'est que de 2 milliards. Donc, c'est pas avec les 2 milliards pour toute la France qu'on pourra éponger les 5 000 milliards d'économies que les Français ont. Donc, quand on vous dit que vos fonds sont protégés jusqu'à 100 000 euros, si vous avez 100 000 euros, c'est déjà bien. Il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais il faut déjà les avoir. Oui, d'accord. Mais je peux vous dire que même si c'est que 1000 ou 2000 euros, eh bien, votre argent dans une banque n'est pas du tout protégé d'un krach et d'un effondrement de l'euro. Et quand on voit que la Banque Centrale Européenne a émis au moment du Covid 750 milliards d'argent basé sur du vent, eh bien, l'euro ne vaut rien. L'euro, c'est du vent. Moderne et connecté, le système bancaire qui a pour but de nous voler en toute légalité, et ça évidemment on le met entre guillemets. Merci Bruno, merci Philippe, une excellente soirée, on se retrouve juste avant le week-end avec le Conseil national de transition français, Canal historique et la France libre. Merci, bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonne soirée.